Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous donner mon avis sur mes dernières lectures. Dans cette vidéo, je vous parlerai du premier tome de La Reine du Tirling, du livre Le bruissement du papier et des désirs, du dernier tome de la trilogie Nea Chronicle, du dernier tome de la trilogie Les filles de l'astrologue et du tome 2 de la série de Sabaa Tahir, Une flamme dans la nuit. J'en reviens au premier livre, donc c'est le premier tome de la trilogie La Reine du Tirling écrit par Erika Johansson et sorti aux éditions JC Lattès. Je possède ce livre depuis 2016, depuis le salon du livre plus précisément, comme en témoigne la petite pastille qui est collée ici. Et ce livre, vous me l'avez choisi pour intégrer ma pile à lire hivernale. J'ai donc eu l'occasion de le lire et laissez-moi vous dire que ce livre a été un superbe coup de cœur. On est dans le registre de la fantaisie. Notre héroïne que l'on va suivre s'appelle Kelsey, c'est une princesse. Elle vit exilée depuis qu'elle est enfant. Parce que sa mère, la reine, est morte et elle a donc préféré la retirer loin du trône tant qu'elle n'était pas en âge de régner. Et c'est son oncle, donc l'oncle de Kelsey, qui est actuellement le régent. Et lui, il n'a pas du tout envie de céder son trône et sa place à sa nièce, même si désormais elle a 19 ans, même si elle a désormais l'âge de régner. Et en parallèle, on va découvrir le royaume voisin qui est gouverné par une reine sorcière qui a pris pour habitude de réduire en esclavage le peuple de Kelsey. Donc en fait, tous les mois, il y a une grosse fournée d'habitants qui est tout simplement tirée au sort, qui s'en va réduit en esclavage dans le royaume voisin. Et ça, Kelsey compte bien mettre un terme à tout ça dès lors qu'elle deviendra officiellement la reine. Alors en fait, j'ai lu ce livre vraiment d'une traite, l'écriture y est pour beaucoup, je l'ai trouvé extrêmement fluide, très dynamique et très addictive. Voilà, une fois le nez dans cette histoire, c'est vraiment très difficile de le reposer pour faire autre chose. Donc j'ai vraiment lu ce récit, mais très rapidement. Je dois dire que la magie n'a pas opéré dès les premières pages. Certes, j'étais embarquée dans le récit, encore une fois, grâce à l'écriture, mais pour l'histoire en elle-même, j'ai mis un petit peu plus de temps à me dire « Oh là là, c'est génial, c'est un truc de fou, cette histoire, c'est trop bien ». Pourquoi? Parce que je trouvais que l'héroïne Kelsey était un petit peu naïve, peut-être pas très fut-fut dès le début, vous voyez, on va dire que ses préoccupations c'était de regarder le physique des anciens gardes de sa mère et de se dire oh celui-là il est assez vieux mais il est plutôt beau gosse. Et je trouvais ça extrêmement niaiseux, vous voyez. J'ai eu un peu peur au départ de me dire oh là là ça va être de la romance à 2 francs 6 sous qui va pas du tout me plaire. Et au final pas du tout. La romance, je peux même pas vraiment vous dire qu'il y en ait hein, dans ce premier tome. Il n'y a pas une grande histoire d'amour, quelque chose d'incroyable qui se passe entre deux personnages, non. Pour le moment, franchement, dans le premier tome, tout ne fait que s'esquisser et mes craintes du début ont largement été balayées par la qualité de cette intrigue, la qualité narrative, parce qu'il se passe vraiment plein de choses. C'est un récit très riche, très intéressant, qui développe plein de points qui m'ont énormément plu. Et je trouve que vraiment, en dépit du fait de ce que je viens de vous dire sur l'héroïne, le véritable gros point fort de cette histoire, ce sont les personnages. Ils sont tous très différents, mais ils nous restent tous vraiment en tête à la fin du récit parce que ils brillent vraiment par leur charisme, leur prestance. Ils apportent vraiment tous quelque chose à l'histoire. Et oui, ça a été un formidable coup de cœur parce que sur tous ces points qui sont pour moi très importants quand je lis un livre, j'ai véritablement été conquise, véritablement été happée par cette intrigue et je me languis déjà de pouvoir lire la suite. Changement de registre total avec le livre Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy que j'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon, donc je les remercie vraiment pour cet envoi parce que là aussi ça a été une très bonne lecture, pas un coup de cœur mais en tout cas un bon 4 sur 5. Sarah McCoy, je possède d'elle, comme j'ai pu vous le dire lorsque j'ai reçu ce livre, un autre livre dans ma pile à lire mais dans sa version poche et je retiens jamais le titre parce que j'adore les titres des romans de Sarah McCoy, je les trouve extrêmement romanesques même s'ils sont un petit peu à rallonge. Donc l'autre roman que j'ai de l'auteur c'est Un parfum d'encre et de liberté. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu, il est dans ma pile à lire. Mais maintenant que j'ai lu ce livre, je les veux tous. Je ne sais pas si vous connaissez un classique de la littérature anglaise qui s'appelle
Anne, la maison au pignon vert, c'est écrit par Lucy Maud Montgomery, ça date de 1908 donc c'est vraiment ancien, hein, c'est pas tout jeune du tout. Mais voilà, ça reste un classique. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Et de quelle manière est-ce que j'ai entendu parler de ce roman? C'est tout simplement en regardant la série sur Netflix Anne with an He, qui est une libre adaptation du roman de l'auteur. J'ai adoré cette série, je trouve qu'elle a vraiment un petit charme désuet que j'adore, et savoir tout simplement que Sarah McCoy est une fan de l'auteur, qu'elle a lu étant enfant les livres de Lucy Maud Montgomery, qu'elle les a adorés et qu'elle voulait tout simplement rendre hommage au livre de l'auteur en écrivant Le bruissement du papier des désirs, ça a vraiment attisé ma curiosité, puisqu'on peut considérer en fait ce récit comme un préquel au roman de Lucy Maud Montgomery, étant donné que ce livre retrace la jeunesse de Marilla Cuthbert. Et je trouve un petit peu dommage, si j'ai un bémol à émettre, c'est que pour les fans de la première heure, que ce soit du roman ou de la série Netflix, il n'est nulle part mentionné sur le résumé qu'il s'agit d'un préquel, ou qu'en tout cas cette histoire est vraiment très inspirée et se passe dans le même univers que Anne, la maison au pignon vert. Alors, encore une fois, vu que c'est mon premier livre de Sarah McCoy, je serais incapable de dire si sa plume est fidèle et respecte vraiment l'esprit de l'œuvre de Lucy Maud Montgomery. Donc je ne peux juger ce livre qu'en tant que tel, et en tant que tel j'ai vraiment passé encore une fois un bon moment de lecture. Je trouve que Sarah McCoy nous dresse un univers dans lequel on se sent bien, on est bien dans la maison au pignon vert. Personnellement, j'avais pas du tout envie d'en partir. C'est un univers tranquille, vraiment chaleureux. Les habitants sont tous des gens attachants, sympathiques, qu'on a envie de connaître davantage. Et j'ai vraiment été heureuse pour ma part d'en savoir plus sur Marilla Cuthbert, qui est finalement une vieille femme lorsque débute la série. Et même si voilà, c'est une libre interprétation de l'auteur, et ben je trouvais que voilà, ça sonnait juste, ça pouvait tout à fait être plausible, et j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. Rappelez-vous, en début d'année, j'avais fait une vidéo pour vous exprimer en fait mon envie de terminer mes séries en cours pour lesquelles il me restait simplement le dernier tome à lire, comme c'était le cas pour la trilogie Nea Chronicle de Jean Ving sortie aux éditions Le Chat Noir. Donc il me restait simplement le troisième et dernier tome à lire, mais et ce depuis belle lurette, puisque j'ai eu l'occasion de lire le tome 2, je sais pas, il y a au moins 3 ans je dirais. Alors dernier tome oblige, c'est difficile pour moi de vous résumer l'histoire de cette trilogie sans vous spoiler quoi que ce soit. Je vais donc me contenter de vous résumer brièvement les éléments principaux qui se déroulent au début du premier tome, dans lequel on rencontre Néa, notre héroïne qui a 15 ans. C'est une adolescente qui a fait le mur de chez ses parents pour se rendre tout simplement à une soirée. Et elle va reprendre connaissance dans un marais avec aucun souvenir de cette fameuse soirée. Elle va retourner chez ses parents et elle va se rendre compte que son absence, au lieu d'avoir duré une soirée, a duré en fait 5 ans. Et il va se dérouler plein de choses très étranges, assez tragiques et surtout franchement glauques et lugubres. Ce que je peux également vous dire, c'est que c'est une trilogie qui est imprégné du mythe arthurien. Alors c'est pas franchement ma tasse de thé, moi la légende du roi Arthur et tout ce qui l'entoure, à savoir Merlin l'Enchanteur, Marianne, j'y ai jamais été franchement très sensible. D'ailleurs j'ai mis à ce dernier tome la note de 3 sur 5. Ce que j'apprécie beaucoup dans ces livres, c'est qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, étant donné que les actions s'enchaînent vraiment d'une manière très dynamique. L'auteur réussit parfaitement à bien nous embarquer dans son histoire, ça y a pas de souci. Ces personnages en plus de ça, je ne les avais absolument pas oubliés parce que je les trouve très marquants. Ils ont un humour, vous savez, un humour noir, un humour assez caustique. Et ouais, je dirais que l'humour noir parsème vraiment ce récit, donc c'est particulier, il faut apprécier, hein, je vous le cache pas. Moi, ce qui me déstabilise lorsque je lis ces livres et ce que je n'apprécie pas de manière générale dans cette trilogie, c'est que le langage est extrêmement familier, et c'est quelque chose qui m'a toujours déplu dans mes lectures. Je vous parlerai d'un autre livre que j'ai terminé là il y a 2 jours dans un prochain update lecture, et je vous ferai le même retour. Bon, mais en mettant ça de côté, je vous le répète, j'ai quand même mis la note de 3 sur 5 à ce livre, donc c'est que je l'ai tout de même bien apprécié.
parce que j'ai trouvé que cette suite de l'histoire était vraiment bien amenée. On a de grosses surprises, des twists vraiment inattendus, et j'ai adoré l'épilogue. Je ne m'y attendais pas une seule seconde à la manière dont allait se terminer ce récit. Justement, c'était mon gros point d'interrogation tout au long de ma lecture, à savoir mais comment est-ce que l'auteur va réussir à faire s'en sortir notre personnage principal. C'est une histoire vraiment très originale, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'univers, que ce soit au niveau des personnages. Elle brille par son originalité. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est typiquement le genre d'histoire avec laquelle on a du mal à rester indifférent. J'ai ensuite lu le troisième et dernier tome de la trilogie Les Filles de l'astrologue. Donc c'est un récit que m'a envoyé les éditions Rajo. C'est écrit à 4 mains par 2 auteurs françaises, à savoir Laurence Chac et Françoise de Guibert. Donc j'ai eu l'occasion de lire ces derniers mois les 2 premiers tomes. C'est une série qui se range un petit peu dans le registre historique et surtout récit d'aventure pour la jeunesse, qui m'a énormément plu, et ce troisième et dernier tome ne déroge pas à la règle. Donc vous ne l'avez pas encore vu passer dans mes book hauls, tout simplement parce que je l'ai reçu au cours du mois et que ce livre, comme vous le voyez, il n'a pas fait long feu. Aussitôt reçu, aussitôt lu, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ce que je peux vous dire pour vous résumer de manière globale cette trilogie, c'est qu'on a affaire à 3 sœurs et à leur cousine. Et en fait, le papa de ces 3 sœurs a été emprisonné sur ordre de Louis XIV parce qu'il est astrologue. Et Louis XIV a été franchement refroidi par l'astrologie à cause de la sinistre affaire des poisons. Et du coup, les 4 jeunes filles vont n'avoir de cesse que de tenter de libérer leur père. Ça va être un formidable récit d'aventure dans lequel on va découvrir un petit peu la vie de ces 4 jeunes filles sous forme de points de vue alternés. C'est un récit dans lequel il se passe toujours beaucoup de choses. On ne s'ennuie pas grâce à ce rythme extrêmement soutenu. Et j'ai pris encore une fois vraiment beaucoup de plaisir à suivre les dernières aventures de ces jeunes filles. Auquel je me suis vraiment attachée depuis le premier tome. C'est une trilogie qui me rappelle de très bons souvenirs parce que ça me rappelle mes premiers amours au niveau de la lecture, et ça c'est super. Maintenant c'est vrai que au niveau de l'intrigue, il n'y a pas de grande surprise si vous voulez, hein. Il n'y a pas de choses totalement inattendues, tout est un petit peu convenu d'avance, on se doute de comment ça va se terminer tout ça. Mais pour autant, même si j'ai pas eu de surprise en cours de route, j'ai dégusté ce récit avec beaucoup de plaisir. Et finalement, le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Une flamme dans la nuit, écrit par Sabaa Tahir et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, c'est tout simplement le dernier à avoir été présent dans ma pile à lire hivernale, donc autant vous dire que ça y est, je suis à jour, je suis prête pour ma pile à lire printanière. J'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5, je m'attendais à l'apprécier davantage, même si globalement ça a été une bonne lecture. Mais on va dire que c'est une série qui fait tellement parler d'elle, qui a remporté tellement de coups de cœur que je m'attendais à un petit peu suivre les autres comme un mouton. Et en fait, moi, mon avis est un petit peu plus mitigé, on va dire. Pour vous résumer un petit peu le contexte de cette histoire, on a 2 clans, on va les appeler comme ça. D'un côté, on a les érudits qui sont des esclaves, des gens lettrés. Et de l'autre côté, on a les martiaux qui sont plutôt les guerriers, et eux, en l'occurrence, forment l'élite de la société qui ont réduit les érudits en esclaves. Notre héroïne s'appelle Laïa, c'est une érudite et elle cherche tout simplement à faire libérer son frère qui a été emprisonné dans une prison de sinistre réputation qui s'appelle Kof, et elle va être aidée dans sa quête par Elias qui est un martial qui a renié les siens, qui a pris la fuite pour aider cette jeune fille. Et dans cette histoire, on a des points de vue alternés, donc on suit Elias, on suit Laïa, mais on suit également Hélène, qui est la meilleure amie d'Elias, en dépit du fait qu'il a été obligé de lui tourner le dos en même temps qu'il tournait le dos à tout le monde. Et Hélène va être mandatée par l'empereur pour traquer puis exécuter Elias, et elle va être obligée de se lancer dans cette mission, même si c'est pas de gaieté de cœur, tout simplement parce que sa famille est directement menacée en cas d'échec de sa mission. Donc voilà le résumé que je peux vous faire de cette série.
J'ai envie de dire à chaque fois trilogie, mais en fait c'est pas du tout une trilogie et ça me fait penser qu'il faut que je m'achète le tome 3 puisque je ne l'ai pas encore dans la pile à lire, mais bref. Alors, ce qui m'a plu, c'est l'univers. L'univers est extrêmement riche, extrêmement bien travaillé par l'auteur. En plus de ça, on a une plume de qualité. Il se passe énormément de choses, donc là aussi, il n'y a pas de temps mort, on ne s'ennuie pas et on a toujours envie de savoir la suite parce qu'il se passe toujours des choses où on se dit « Oh, c'est pas possible !» Des révélations totalement inattendues, vous voyez. Et alors après, ce qui m'a pas vraiment plu et ce pourquoi je n'ai mis que, entre guillemets, que la note de 3 sur 5 à ce tome 2, c'est la romance. Je trouve qu'elle est omniprésente. J'ai l'impression que dans cette histoire, absolument chaque personnage a envie de vivre sa petite histoire de cœur. Et je trouve que l'auteur passe un petit peu trop son temps à nous parler des peines de cœur de un tel, des aspirations amoureuses de tel autre personnage. Et finalement tout ça, ça fait pas avancer l'intrigue et je trouve au contraire que ça la plombe. Je veux dire, bon, je suis un peu fleur bleue, moi j'adore les histoires d'amour, hein, c'est pas le problème. Mais quand il y en a trop comme ça, et quand il y a absolument tous les personnages de l'histoire qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre amoureusement, même si il se passe pas grand chose, on sent déjà que dans le prochain tome, ça va avancer pour certains autres personnages, ou que d'autres vont se dévoiler parce qu'on sent qu'il y en a qui disent rien, mais qu'ils ont quand même des petits sentiments pour tel autre. Hein. Je suis pas, voilà, je suis pas aveugle, je l'ai vu. Mais ouais, au bout d'un moment, je trouve que ça prend juste trop de place dans le récit et c'est un petit peu dommage. Et voilà, c'est donc avec ce livre que je termine cette update lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai montrés aujourd'hui et surtout ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!